Seconde journée du salon Vapexpo. Hier, nous avons accueilli le public. Aujourd'hui, on entame 2 journées consécutives réservées aux professionnels. Et nous allons attaquer cette matinée par une séance de vape en question. Donc ce format court d'environ 30 minutes, structuré autour de questions populaires. Si je peux dire. Aujourd'hui, le thème de la santé. J'ai avec moi, derrière moi, deux spécialistes. On peut les catégoriser comme des professionnels de santé. On a à la fois un médecin tabacologue et puis un autre tabacologue, mais ici plus spécialisé sur la nicotine. On va essayer d'aborder ce sujet de la santé sur un aspect assez large et répondre à des questions populaires, se battre éventuellement contre des clichés aussi, puisque les médias, les autorités, les instances de régulation sont très attentives à cet aspect de santé. On parle souvent d'un nouveau mode de consommation qui s'oppose au tabac, mais est-il sans risque? Quel est son caractère véritable sur la santé? Y a-t-il des problèmes avérés sur la santé? Comment réagit l'organisme face à cette vapeur? Il y a tout un tas de questions qui se posent. Alors ici, on va essayer d'y répondre. Vous allez voir que les spécialistes qui sont derrière moi ont des idées bien arrêtées sur ces sujets. Je vais commencer par présenter le docteur Philippe Prel, qui est très médiatisé en ce moment, ces dernières années. Il est médecin tabacologue. Philippe Prel donc, est spécialisé dans l'économie de la santé, l'éthique de la santé et la prévention. Il est également le fondateur dirigeant de l'Institut Moncé, qui est une société de services qui édite notamment des sites internet spécialisés sur la santé, dont le site isanté.fr, dont il est le rédacteur en chef. Et Philippe Prel est également concepteur de campagnes de prévention contre le tabagisme, donc c'est un sujet qu'il connaît très bien. Lui-même ancien fumeur, et de par ses fonctions de médecin généraliste et tabacologue, il est exposé quotidiennement aux méfaits du tabagisme dans la population française, et il est tellement convaincu aujourd'hui des bienfaits, ou en tout cas du potentiel de lutte contre le tabagisme de cette cigarette électronique qu'il la conseille aujourd'hui à ses patients, à tel point qu'il a décidé aussi l'année dernière d'écrire un livre à ce sujet qui s'intitule La cigarette électronique, enfin la méthode pour arrêter de fumer facilement. Pour lui, en tant que médecin, l'e-cigarette est une véritable révolution, à tel point qu'il la conseille donc à ses patients fumeurs. Il est également à l'origine d'un appel des médecins français pour défendre ce produit, un mouvement qui était à l'origine d'une manifestation au Parlement européen. C'était en octobre 2013, si je me rappelle bien. Donc c'est un appel pour la reconnaissance de l'e-cigarette qui a été signé donc par de nombreux spécialistes aujourd'hui. Et à mes côtés, j'ai aussi Jacques Lewezek. Alors Jacques Lewezek, c'est aussi un nom qu'on rencontre beaucoup dans les médias depuis quelques années. Il est pharmacologue, consultant en santé publique et spécialiste des questions de dépendance tabagique. Il défend aussi activement le vaporisateur et participe à de nombreuses émissions de radio et de télé. Il tient aussi un site internet, un blog dans lequel il s'exprime de manière assez régulière sur l'actualité qui touche aux produits. Il est professeur aussi honoraire au département d'épidémiologie de santé publique à l'université de Nottingham au Royaume-Uni. Et il est l'auteur de la première thèse de science en France sur les modèles animaux de dépendance au tabac et spécialisé sur les questions de santé liées à la nicotine. Donc on va aborder un petit peu plus en détail ce côté de la nicotine dans la cigarette électronique avec lui. Voilà, c'est la vape en question spéciale santé. Alors, Philippe Prel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour aborder ce sujet. J'ai envie de commencer les choses de manière très simple. La cigarette électronique, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on ne peut pas dire qu'elle aide à arrêter de fumer de manière légale, officielle. Un vendeur aujourd'hui ne peut pas dire « achetez ma cigarette électronique parce qu'elle va vous aider à arrêter de fumer ». Quel est votre point de vue sur ce pouvoir de sevrage ? Tout d'abord, je voudrais dire que si la cigarette électronique avait été inventée par l'industrie pharmaceutique, on ne se poserait même pas la question, ça serait un substitut du tabac.
substitue de la nicotine, aidant à arrêter de fumer, point. Et effectivement, c'est un outil qui est particulièrement bien fait pour délivrer de la nicotine aux fumeurs qui est en sevrage. Alors, ceci dit, c'est donc entre guillemets un mouvement de consommateur. Alors, quant à son efficacité, j'allais dire, moi, j'ai pu l'éprouver à travers de nombreux témoignages, dans ma consultation aussi. Maintenant, les gens veulent, franchement, beaucoup de fumeurs qui viennent vers nous ont tout essayé, beaucoup de choses, y compris les substituts nicotiniques classiques, et ils veulent essayer la cigarette électronique et réussir. Et bien, grâce à la cigarette électronique, on arrive à les aider. Moi, je dois dire que quelqu'un qui a vraiment envie d'arrêter, pour moi, maintenant, c'est devenu une affaire de trimestre. Vous, dans votre quotidien, en tant que médecin tabacologue, alors j'imagine que vous évaluez pas vraiment de manière avec des statistiques l'efficacité de la cigarette électronique, mais de votre point de vue, vous évaluez comment ce pouvoir? C'est-à-dire qu'il y a 3 patients sur 4 qui y arrivent, 2 sur 5. Quel est un petit peu le point de vue là-dessus? Moi, je vous dis sincèrement, ceux qui veulent vraiment arrêter de fumer, on s'en sert. Alors, on peut combiner cigarette électronique et patch si on n'a pas assez de nicotine, et parce qu'à un moment donné, il ne faut pas, je dirais, utiliser plus de 150-200 bouffées par jour, ça devient inconfortable. Donc, mais ceci dit, j'allais dire, on y arrive toujours. Et en prenant son temps, on pourra en rediscuter, mais il y a vraiment des façons d'aider les gens. Ce qui est essentiel, c'est de changer complètement la logique. À la logique d'avant, une consultation de tabacologie, la première, c'était 1 heure pour qu'on apprenne à vraiment faire le tour du manque de nicotine. Qu'est-ce que je fais? Je vais boire un verre d'eau, je vais me lever, je vais penser à autre chose. Bien sûr, j'ai mon patch, j'ai mes gommes, etc. Mais c'était une consultation de combat. Maintenant, c'est plus du tout ça. La première consultation, c'est zéro pression. Vous n'avez pas de jour J. Vous allez, prenez votre plaisir, trouvez le modèle qui vous va bien, les arômes qui vous vont bien, les liquides qui vont bien, goûtez-y, prenez-y plaisir et vous allez voir, votre consommation va soit s'arrêter, parce que cela arrive très souvent, soit de tabac, soit elle va nettement diminuer. Et après, on se revoit dans un mois quand vous commencerez à apprécier votre cigarette électronique. Cet encadrement, cet accompagnement du professionnel auprès du fumeur, vous trouvez qu'il est primordial pour véritablement mener cette lutte contre le tabac chez un patient qui désire s'en sortir? Au primordial n'est pas le mot. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent de fumer sans l'aide de professionnels, notamment grâce à la cigarette électronique. Mais il faut vraiment dire qu'il y a de plus en plus de tabacologues qui s'en servent comme outil de sevrage. Et donc, de ce fait, si on a besoin d'être rassuré, parce que le problème qu'on a, on va y revenir aujourd'hui, c'est le doute qu'il existe autour de ce type de matériel. Si on a besoin d'être rassuré, ben ça vaut le coup d'aller voir un tabacologue qui va nous rassurer. Et à ce moment-là, on va utiliser cette cigarette électronique comme il faut. Dans les cas d'échec, parce que j'imagine que ça arrive, la cigarette électronique a beau être un produit extrêmement performant, enfin en tout cas moi personnellement il m'a permis d'arrêter de fumer. Dans les cas d'échec, quelles sont les raisons éventuelles qu'on peut relever? Oh, franchement, c'est toujours les mêmes. Il y a le mauvais choix de matériel, mauvais choix de liquide, le sous-dosage en nicotine. Il y a aussi ceux qui n'ont pas compris que le propylène glycol était un produit desséchant. C'est comme ça qu'on fabrique la vapeur, hein. Et donc, il faut boire de l'eau. Sinon, on peut avoir des irritations de gorge, de la toux, voire des maux de tête. Donc, ils n'ont pas compris qu'il faut boire. Ça, c'est vraiment les grandes causes. Et il y en a quelques-uns mais je veux dire qu'ils sont relativement rares, qui n'arrivent vraiment à trouver aucun plaisir dans la cigarette électronique. Donc là, simplement, ce que je dis dans ces cas-là, c'est qu'il faut être patient et revenir plus tard. D'accord. L'aspect dépendance qui est central Mhm. dans le tabagisme, on va voir tout à l'heure avec Jacques Loisec cet aspect nicotine. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les cigarettes a un potentiel addictif, qu'elle peut créer une dépendance, que le fumeur qui se met à utiliser la cigarette électronique peut retomber dans une spirale de dépendance? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bah, vous répondez vous-même à votre question quand vous dites le fumeur va retomber dans une dépendance alors qu'il y est déjà. Non, il ne va pas changer de dépendance sur ce plan-là. Et je voudrais vraiment qu'on sépare 2 mots.
le mot dépendance et le mot addiction. La dépendance, c'est tout simplement un processus naturel dans notre cerveau qui s'appelle le circuit de récompense. Quand je fais quelque chose qui me plaît, eh bien, j'ai envie de recommencer. Et ça s'appelle la dépendance. Et on est dépendant au chocolat, au sucre, au sexe, au shopping, à plein de choses. Et même pratiquement tout ce qui nous fait plaisir. Donc, ce circuit-là est tout à fait naturel et vital. Sans ça, notre vie n'aurait aucun sens, on ne saurait pas quoi faire. Et on ferait des choses qui ne nous plaisent pas. L'addiction, c'est une dépendance qui rend malade. Donc, en étant fumeur, j'ai une addiction. Cette addiction va me tuer. En devenant vapoteur, je passe à une dépendance. Et c'est une dépendance qui, elle, ne met pas ma vie en danger. Donc, c'est même moins dangereux que le chocolat ou le sucre, où là, j'ai du diabète au bout. Non, c'est une dépendance uniquement fondée sur le plaisir. Et juste en terminer en disant que c'est l'observation, mais ça, Jacques le dira mieux que moi, les gens semblent quand même moins dépendants que par rapport au tabac. Les doses de nicotine diminuent. Un certain nombre vont arrêter progressivement la cigarette électronique. Donc on va avoir des comportements variables, mais globalement, le niveau de dépendance semble moins fort. D'accord. Alors, dans ce profil de fumeurs qui s'intéressent à la cigarette électronique, on a différents types de fumeurs. On a des gros fumeurs, des petits fumeurs, des fumeurs de pipe, de cigarettes, mais on a aussi des asthmatiques, puisque ça existe. Il y a bien des asthmatiques aujourd'hui qui utilisent la cigarette électronique. Et j'ai moi-même, dans mon entourage, eu vent de personnes asthmatiques, fumeurs, qui essayent la cigarette électronique et qui se mettent à tousser ou qui se posent des questions, qui se disent, mince, est-ce que ce produit, il me correspond qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ce type de... D'abord, pour ma part, j'ai aussi entendu d'autres témoignages. Des asthmatiques qui étaient vraiment à bout de souffle, si je puis dire, et qui retrouvaient leur souffle grâce à la cigarette électronique. Parce que les asthmatiques qui fument, c'est une catastrophe. Donc il y a beaucoup d'asthmatiques qui sont sauvés, et dès lors qu'ils comprennent qu'il faut boire en vapotant, ils arrivent souvent à passer ce cap d'une irritation au début et ils s'y habituent. Alors, mais donc ça, pour moi, c'est la majorité des cas. Et il y a effectivement des cas qui ne supportent pas. Moi, en pratique médicale, je vais dire, dans les témoignages de médecins qui prescrivent, le seul cas qu'on a rencontré comme problème réel, ce sont les cancers ORL, qui eux ont un impératif d'arrêter de fumer, mais leurs chimiothérapies sont des thérapies desséchantes. Alors là, la cigarette électronique par-dessus, déjà avec leur traitement, ils boivent beaucoup d'eau, donc pour moi, c'est un peu le seul problème que j'ai rencontré. Mais les asthmatiques, il faut vraiment qu'ils se disent que par rapport au tabac, c'est une catastrophe. Ensuite, il faut trouver le liquide, c'est beaucoup mieux, je vous l'ai dit, bien entendu, et qu'il faut trouver le liquide qui va bien avec plus ou moins de propylène glycol ou de glycérol. D'accord. Autre idée forte qui plane toujours quand on parle de la cigarette électronique, c'est la notion de vapotage passif. Donc c'est ce parallèle avec la fumée passive qui a été longtemps décriée. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un risque éventuel pour l'entourage? Le vapoteur qui se met à vapoter dans son salon en présence éventuellement d'un nourrisson ou sans ouvrir la fenêtre dans une petite pièce, est-ce qu'il expose son entourage à un risque quelconque? Là, on est typiquement dans le genre de questions on n'a pas la présomption d'innocence. Et on oublie une chose toute simple, c'est qu'on est arrivé à la notion de tabagisme passif après des dizaines d'années de quête et de recherche pour démontrer absolument ce que l'on savait depuis longtemps. C'est-à-dire que les gens, les non-fumeurs qui fréquentaient de près des fumeurs pouvaient attraper, entre guillemets, des cancers ou des infarctus. Dès lors que dans la cigarette électronique, il n'y a plus de tabac, ni de combustion du tabac, il n'y a plus de produits cancérigènes dedans et plus de produits pouvant donner un infarctus, plus de monoxyde de carbone. Donc, le vapotage passif, si on fait le parallèle avec la définition tabagisme passif, cela n'existe pas. Ensuite, la vapeur a des propriétés totalement différentes. Autant la fumée va diffuser pendant plus de 10 minutes, longtemps, plus de 10 mètres, donc envers toute une pièce. La vapeur, elle, va se propager pendant 10 secondes dans un périmètre d'1 mètre autour du fumeur. Donc c'est sûr que si on veut préserver, entre guillemets, un non-fumeur, il suffit de garder une distance raisonnable.
Et ensuite, je crois que c'est vraiment comme tout. Et là, en fait, on se rend compte qu'on est plus dans une question sociale que dans une question médicale. Je suis venu en métro, j'étais à côté de quelqu'un qui parlait extrêmement fort dans son téléphone portable. J'ai essayé de lire, j'ai pas pu lire. Bon, eh bien, c'est dérangeant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous déranger dans notre vie de tous les jours. Il faut savoir que avec tout ce que nous faisons, ben, nous devons tenir compte des autres. Donc de ce fait, effectivement, moi personnellement, je trouve ça idiot de vapoter dans une pièce dans laquelle il y a un bébé. Pourquoi lui amener des choses? On ne peut pas lui demander si ça le gêne ou pas, donc on va lui éviter cette question, tout simplement. Et sinon, aux autres, on le demande. Non, c'est un comportement social. Alors, le vapotage passif, on ne peut pas comment dire, le délier de l'usage dans les lieux publics. C'est un sujet aussi qui est extrêmement populaire aujourd'hui. Il y a un professeur, un pneumologue assez connu en France qui s'appelle le professeur Dotzenberg, qui exerce à l'hôpital de la Salpêtrière. Et c'est une question qu'on lui pose souvent dans les médias. Êtes-vous pour ou contre l'usage de la cigarette électronique dans les lieux publics? Et il évoque toujours le même argument. C'est le principe d'exemplarité auprès des fumeurs. C'est-à-dire qu'on comprend en tout cas le sens de son propos comme il ne faudrait pas inciter le fumeur ou le narguer avec sa cigarette électronique. Moi je peux vapoter, toi tu ne peux pas puisque tu es encore fumeur. Qu'est-ce que vous répondez à ce principe d'exemplarité ? Moi, j'aimerais répondre de manière plus large à la perspective d'une interdiction dans les lieux publics. Moi, j'observe que les villes dans lesquelles ça s'est fait, comme New York par exemple, vous ne croisez pas de vapoteurs comme vous en croisez à Paris. Donc, c'est vraiment une mesure qui a des conséquences. Alors, moi, je dis, il faut arrêter d'être inconséquent. On prend certaines mesures, par exemple l'interdiction de vapoter aux mineurs. Très bien. On sait très bien que ça ne sert à rien. Ça fait longtemps que le tabac est interdit aux mineurs. Ça ne les a jamais empêchés d'en acheter autant qu'ils voulaient. Donc là, on prend une mesure inconséquente. Là, le tabagisme, l'interdiction dans les lieux publics, ça a des conséquences terribles. La première que je vois, c'est en entreprise. Moi, maintenant, certaines entreprises me disent, mais écoutez, si ça va être interdit dans les lieux publics, ce n'est pas la peine de conseiller cette méthode pour que les gens arrêtent de fumer. Ensuite, les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est quand même l'endroit idéal. Les gens ont fait un infarctus, ils ont fait un cancer. On sait que très peu de gens réussissent à se débarrasser du tabac malgré ces redoutables maladies. Moi, j'ai vu à l'Institut de cardiologie de Montréal une pièce spécialement conçue pour recevoir les fumeurs et tout faire pour les aider, y compris avec la cigarette électronique. C'est l'endroit idéal pour apprendre à se sortir du tabac. Et puis, vous avez des médecins ou des personnels de santé, c'est quand même le tiers des professionnels qui fument. Et vous allez dans des bâtiments, à Henri Mondor par exemple, vous montez dans les étages, et bien comme ils n'ont pas le temps de prendre l'ascenseur toutes les demi-heures, et bien ils fument dans les escaliers ou au bout de couloir et ils jettent leur mégot par la fenêtre. Je veux dire, à un moment donné, le vapotage a un grand intérêt. Je ne parle pas des malades schizophrènes. On sait très bien qu'ils ne mourront pas de leur maladie, les pauvres, mais ils mourront du tabac. Eh bien, c'est une avancée inouïe de les voir naturellement se mettre à vapoter. Donc voilà, deuxièmement, les hôpitaux. Troisièmement, les femmes enceintes. Alors là, je dis, soyons éthiques. Soyons éthiques, ça veut dire logique et courageux. Nous avons des femmes qui, on le sait très bien, toutes les études le montrent, dans le meilleur des cas, je vais être sympathique, je veux dire même pas, dans le meilleur des cas, vous avez 20% des femmes qui vont réussir à arrêter de fumer avec quelle que soit la méthode. C'est-à-dire que vous en avez 80% qui vont passer toute la grossesse à fumer et qui vont avoir des enfants hypotrophiques, c'est-à-dire qui ont 10% de poids du moins parce qu'ils ont été exposés au monoxyde de carbone. On imagine ce que c'est 10%. Guylain, regarde, je t'enlève 10% de ton poids en 6 mois. Surtout pas. Voilà, c'est l'horreur. Je te dirais, mais mon Dieu, tu es gravement malade, Guylain. Mais voilà, c'est ce que l'on fait au bébé et ça, on l'accepte. Alors moi, je dis, mais c'est bizarre. Certains nous disent, voilà, si vous prenez une autoroute et si vous fumez, alors c'est comme si vous rouliez à contresens. Bon, et puis si vous... c'est encore une expression du professeur Dotzenberg. Oui. Voilà. Et maintenant, vous roulez, si vous vapotez, ben vous roulez à 140 au lieu de 130. On voit bien que le risque est beaucoup moins faible. Je dis, mais pourquoi voulons-nous laisser les femmes à contresens sur l'autoroute, les femmes enceintes? C'est une catastrophe. Moi, je dis, une bonne autoroute pour les femmes enceintes, c'est celle où on a enlevé les camions, c'est-à-dire les produits cancérigènes, les goudrons, où on a enlevé le monoxyde de carbone, les voitures, et on a enlevé les motos, c'est-à-dire les particules fines. Là, après, tranquille, les problèmes qui restent, ils sont tout à fait mineurs.
mineurs. C'est ça. Et moi, je dis, c'est pas éthique. Et moi, Guilain, je voudrais vraiment dire une chose, parce que je voudrais que les journalistes comme toi soient plus courageux. Sur certains sites, on voit interdit aux mineurs, attention aux femmes enceintes, etc., des gros warnings. C'est quand même pas des sites porno, que je sache, non? Et puis, où est l'honneur de la presse? Si tu es appelé par les juges pour comparaître, mais c'est la tribune que tu souhaites, non, qui est idéale. Voilà un produit qui n'a tué personne, qui a rendu malade personne, qui sauve plein de vies, et puis on voudrait te condamner parce que tu participes à l'information de ce produit. Moi, je dis à tous, franchement, soyons plus courageux. Jacques Lewezek, une réaction par rapport à ce principe d'exemplarité qui était le début de cette conversation, le vapotage passif, l'usage dans les lieux publics? Oui, tout simplement parce que Philippe mentionnait la situation à New York, où on a considérablement empêché la cigarette électronique. Et le résultat des courses, c'est qu'on vient juste de se rendre compte que le tabagisme remontait à New York. Et je crois qu'on devrait au contraire prendre exemple sur l'Angleterre, qui, malgré les recommandations de l'OMS, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, a clairement dit c'est hors de question d'interdire la cigarette électronique dans les lieux publics. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune base scientifique ou médicale qui puisse justifier ça. Donc, cette crainte qu'on entend aussi souvent de renormalisation de l'acte de fumer, la banalisation du tabac, la lutte contre le tabagisme mise à la poubelle avec la cigarette électronique qui revient sur le devant de la scène. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Monsieur Prel? Moi, deux choses. La première, franchement, j'en ai assez que l'on nous prenne pour des macaques. C'est-à-dire que nous avons un cerveau absolument formidable qui nous permet instantanément, je regarde ici ce salon, je vois instantanément, je peux distinguer tous les acteurs, hommes, femmes, habillés comme ci, comme ça, et je ne saurais pas reconnaître un vapoteur d'un fumeur. Mais tous les adolescents savent le faire, les enfants savent le faire, on a un cerveau merveilleux. Alors pourquoi faudrait-il que l'on trompe? Pourquoi faudrait-il mentir tout le temps? Non, il y a une différence majeure, il faut dire la vérité aux gens, entre une cigarette électronique qui est un produit vraiment infiniment moins dangereux que le tabac, qui aide les gens à arrêter de fumer, et le tabac. Donc, et que les deux coexistent, eh bien, c'est pas un problème parce que fondamentalement, pour moi, la cigarette électronique, c'est comme la coccinelle sur les pucerons, c'est-à-dire que la coccinelle bouffe les pucerons. Et bien là, en ce moment, la cigarette électronique bouffe la cigarette. Donc ça, c'est vraiment mon sentiment. D'accord, c'est une belle image. Cas concret, plus retour sur la médecine générale ou la tabacologie, le double usage, cigarette électronique, cigarette de tabac. On a employé un terme hier qui était vapofumeur. Est-ce que ça représente un intérêt pour la santé du fumeur de réduire sa consommation de cigarettes grâce à l'usage de l'e-cigarette, ou est-ce que l'intérêt, c'est tout simplement d'arrêter de fumer totalement? Là, c'est vraiment, il y a deux choses dans votre question. La première, est-ce que ça vaut le coup de réduire sa consommation de tabac, donc de goudron, de monoxyde de carbone, de particules fines? Très clairement, oui. Et seulement, vous allez entendre des spécialistes qui vont vous dire, mais non, diminuer, ça ne sert à rien, il faut arrêter à tout prix. Mais quand même, les études, relation dose entre le nombre de cigarettes et l'accident, l'infarctus ou le cancer sont très, très nettes. Donc, réduire, c'est déjà un grand pas. Et la deuxième chose, c'est que, et ça, dans la pratique de tabacologue, réduire, c'est aussi un grand pas vers le sevrage total. Et certains, il est clair que certains, dès lors qu'on a franchi l'étape de la réduction, je dirais, c'est comme si on avait franchi la moitié de la rivière. Alors après, on peut y rester un certain temps, mais tôt ou tard, on sait que vont s'installer des lassitudes, etc. Et dernière chose, nous avons des profils différents. Et par rapport à la cigarette électronique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes un peu dans un monde paradoxal, où nous avons affaire à un produit qui existe depuis plusieurs années, qui a eu des millions d'utilisateurs, avec des millions de flacons qui ont circulé. On en est à 0 mort publié, à 0 malade, et on nous fait, je dirais, tout un plat autour de son danger potentiel. Je veux bien, mais attention aux doutes que l'on instille par ce type d'affirmation. Et sincèrement, ce que l'on cherche toujours, c'est la vérité absolue. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la vérité absolue? C'est une horreur intellectuelle. Il a fallu que l'on attende 1957, l'étude de Dole, avec 20 000 médecins engagés, pour voir que les fumeurs mourraient plus de cancer de poumon que les autres. Mais on le savait depuis le 19e.
On le savait depuis le 19e, en vérité relative. On n'avait pas la vérité absolue, mais on le savait. Plusieurs médecins avaient alerté sur les dangers du tabac, etc. Eh bien, il a fallu attendre 1957. Est-ce qu'il faudra attendre comme pour les SNUS? On a attendu, en 92, on avait les doutes. Le tabac à mâcher, hein, le snus. Voilà, tabac sans combustion, qui ne donne pas de cancer. Eh bien, 2006, on a toutes les études. C'est ça, on a perdu 20 ans. Nous faudra-t-il encore attendre 20 ans avec la cigarette électronique pour avoir la vérité absolue? C'est-à-dire que finalement, ça ne donne pas de cancer, c'est un infarctus, sauf que l'on sait aujourd'hui. Deuxième cas concret de tabacologie. J'ai arrêté de fumer, ça fait quelques années maintenant. J'étais un gros fumeur. Je ne vapote pas, je ne fume plus. J'entends parler de la cigarette électronique autour de moi. J'ai l'impression qu'elle a un profil toxicologique très faible, qu'elle ne représente aucun danger pour la santé. Et je me mets à l'utiliser. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça, en tant que médecin? Ah non, là vous vous adressez à l'ancien fumeur que je suis, parce que d'abord j'aurais bien aimé arrêter de fumer avec la cigarette électronique. Ça m'aurait évité quelques journées de galère, quelques semaines même. Ensuite, franchement, non seulement j'ai arrêté de fumer après 14 ans de tabac, mais ensuite j'ai rechuté. Et vraiment, il faut bien comprendre que notre cerveau construit les discours intérieurs tout à fait contradictoires et jusqu'au moment où il peut nous piéger. Moi, je me suis fait piéger un jour où j'avais un gros travail à faire et mon cerveau, mon copain m'a dit, un spécialiste comme Jacques, tu sais, c'est un parfait neurostimulant, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, mon cerveau a retenu, ouais, tu reprends et puis tu vas réussir ta nuit, tu vas bien bosser. Et puis le lendemain, j'étais reparti pour une année. Donc moi, je dis, c'est là qu'on a réussi à se débarrasser du tabac. Sincèrement, on peut essayer la cigarette électronique parce que pourquoi pas. On peut l'essayer sans nicotine, tout à fait agréable, les arômes. Moi, j'ai beaucoup aimé la petite semaine où j'ai passé à vapoter. Moi, c'est ce que je conseille aux fumeurs. Vous voulez faire une idée? Allez-y sans nicotine. Mais après, la nicotine, vous savez ce que c'est. Ça va entraîner une logique de plaisir. Ça va entraîner ensuite l'envie de recommencer, donc une dépendance potentielle. Vous pouvez rechuter. Non, franchement, je ne le conseille pas. D'accord. Alors, aujourd'hui, on est dans un marché, la cigarette électronique en plein essor. Ça fait quelques années maintenant que les boutiques pullulent, le nombre de fabricants de e-liquide augmente et l'offre s'élargit. On entend aussi beaucoup parler de certains types de liquides, des liquides américains, des liquides français, des liquides plus ou moins gras, avec plus ou moins de taux de propylène glycol ou de glycérine végétale, avec des arômes. Et puis, les études aussi se multiplient pour analyser un petit peu, pour en savoir plus sur ces liquides. Vous, en tant que médecin, est-ce que vous auriez un conseil ou des informations à faire passer sur justement ces e-liquides? Est-ce qu'il faut se méfier de certains e-liquides? Que faut-il savoir avant d'acheter un e-liquide? Moi, ce que je dis aux patients, en fait, d'abord, je leur conseille certaines marques que je ne citerai pas ici parce que je sais qu'elles sont sûres et avec des process de fabrication entre guillemets industriels et de qualité. Mais maintenant, je voudrais, par rapport à... Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le processus de normes qui est en place, tant mieux, ça va... Avec l'AFNOR, hein. Avec l'AFNOR, bon, donc c'était une demande. Mais après, c'est toujours la même question à laquelle on aboutit. Vous savez, quand on compare les processus dans l'alimentation et dans ce nouveau métier, l'alimentation, c'est l'horreur. Hein. Les gens mettent n'importe quoi dans les plats alimentaires, des pesticides, des antibiotiques, toutes sortes de choses, des colorants à gogo, des arômes à gogo, parce que les arômes, il ne faut pas oublier que pour que ça donne du goût, il faut que ça passe par le nez, que ça soit inhalé. Hein. Si c'est simplement avalé, un arôme, ça ne suffit pas. Donc dans l'industrie alimentaire, les arômes, on en met des tonnes. Et donc c'est une industrie où on vous met du cheval à la place du bœuf. Et ça encore, c'est pas trop grave, mais on y va gaiement. Mais on a une législation autour de la concurrence qui permet, si quelqu'un a fauté, on le voit bien, il se fait condamner et arrêter. Donc je crois qu'on a déjà tout ce qu'il faut sur ce plan-là et je ne comprends pas cet ostracisme que l'on a autour de la cigarette électronique. Puisque cet ostracisme est là, il faut que la profession s'organise et elle le fait et c'est très bien. La connaissance scientifique, c'est un sujet aussi qui revient souvent. On n'a pas assez de recul, il n'y a pas d'études, la notion d'effet à long terme, etc. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'état de la connaissance scientifique sur l'e-cigarette a un niveau correct ou satisfaisant pour inviter finalement tous les fumeurs mondiaux à utiliser ce produit-là?
Oui, tout à fait. Et là encore, d'abord, on dispose de beaucoup d'études. Le recul est tout à fait suffisant. Moi, ce qui me rassure le plus, c'est les millions de vapoteurs dans le monde, les millions de e-liquides, et maintenant les millions de gens qui ont réussi à fumer grâce à ça, la baisse des ventes de cigarettes. Je veux dire, on a suffisamment d'arguments. Et puis l'absence de produits dans la vapeur, on n'a plus des produits de combustion du tabac. Donc tous ces arguments sont largement suffisants pour préconiser ce produit pour arrêter de fumer. D'accord. Hier, on a reçu Oliver Kershaw, qui est l'administrateur d'un très gros forum aux États-Unis. Il nous a montré des chiffres issus d'enquêtes en ligne qui ont été réalisées à travers ce forum-là. Et il nous a notamment fait part du nombre de millilitres de e-liquide vapé par jour en moyenne par les utilisateurs de ce forum-là. Et on a vu arriver des chiffres qui oscillaient entre 3 et 6 millilitres par jour. Est-ce que ça vous paraît beaucoup ? Une fois de plus, ça ne veut rien dire, parce que ça va dépendre du dosage en nicotine du produit. Et il ne faut pas oublier une chose, mais là, Jacques en parlera mieux que moi, c'est que là, une fois de plus, c'est notre cerveau qui est aux commandes. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une dose de nicotine, et c'est comme avec le sucre, quand vous avez suffisamment mangé, vous vous arrêtez de manger, vous n'avez plus faim. Avec la nicotine, c'est pareil, il n'y a pas de risque de surdosage en pratique. Voilà. Donc, cette notion de 1 millilitre versus 2 ou 3 n'a pas de sens. Ce qu'il faut voir, c'est la quantité de liquide inhalé. Jacques Le Houezec, une réaction ? Oui, en plus, ça a encore moins de sens quand on prend en compte le matériel. Il est bien évident que la consommation de liquide, elle dépend aussi de la puissance de la batterie qu'on utilise, de la résistance de la batterie et du couple des deux. Et il est bien évident que quand on vape sur un mode avec un reconstructible, on consomme beaucoup plus de liquide que sur une IGO et un clairomiseur. Donc quand vous voyez des vapeurs, des vapoteurs utiliser le produit depuis 1 ou 2 ans, sans tabac, ce qui est déjà un énorme progrès, tout en continuant donc à vaper quotidiennement des quantités assez conséquentes, on va dire, de liquide. Pour vous, en tant que tabacologue, ça ne suscite aucune inquiétude ou aucune recommandation particulière ? Oui, je suis très heureux pour lui. Quand même, l'une des plus grandes joies d'un tabacologue, c'est d'avoir des gens qui fument, qui ont tout essayé, qui sont au désespoir et qui n'y croient plus. Moi, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Et puis les voir 3 mois plus tard, voire 6 mois plus tard, pour certains, ils ont complètement arrêté de fumer. Ils sont d'une peau rose de bébé, comme d'habitude, et ils respirent mieux. Ils ont refait le sport et ils vapotent avec plaisir. Mais la vie est belle, non ? Alors, on va se concentrer un petit peu plus sur la nicotine, si vous le voulez bien. Cette nicotine, c'est vraiment un terme, je pense, qui fait l'objet aussi de beaucoup d'idées reçues, puisqu'on l'assimile à l'addiction, la dépendance, pardon. Et on dit souvent, et notamment depuis quelques mois, puisqu'il y a eu des cas d'empoisonnement. Alors c'est un sujet qui a fait beaucoup débat. C'est un article qui a été paru dans le New York Times, si je me rappelle bien, de quelques appels au centre antipoison américain, de quelques centaines de personnes. D'ailleurs, Monsieur Prel, vous avez bien déstructuré cette idée-là. Cette nicotine, Jacques Le Houezec, est-elle dangereuse pour la santé ? Une question simple, mais qui est importante. Non, et ça fait plus de 30 ans que les campagnes anti-tabac dans le monde entier accusent la nicotine, la rendent responsable des maladies du tabac. Souvenez-vous, toutes les campagnes qu'on a pu voir, ce n'était pas le tabac qui était accusé, c'était toujours la nicotine. La nicotine, c'est une des substances, la substance majeure du tabac qui crée cette dépendance. Mais on sait aussi que dans la fumée de tabac, il y a d'autres substances, des inhibiteurs de monoaminoxydase, qui sont des antidépresseurs, en quelque sorte, et d'autres produits qui viennent renforcer cette dépendance. Ça, c'est un premier point. La nicotine en elle-même ne pose aucun problème de santé aux doses qu'un fumeur ou qu'un vapoteur utilise. Globalement, utiliser de la nicotine à ces doses-là, c'est ni plus ni moins que d'utiliser de la caféine. La nicotine est un stimulant et les doses qu'un fumeur ou qu'un vapoteur utilise
produisent un effet d'éveil qui permet une meilleure concentration, de la même façon qu'on l'obtient en prenant du café ou du thé. Donc le vapoteur qui se fixe cet objectif, on le voit souvent, de diminuer son taux de nicotine à partir du moment où il commence à utiliser les cigarettes. Vous, il vous paraît cohérent? Et qu'est-ce qui vous inspire cette stratégie de baisse absolue? Non, moi ce que je voudrais, c'est rassurer absolument les vapoteurs qu'ils peuvent utiliser toute la nicotine dont ils ont besoin. Il n'y a pas à se donner de limites. Les limites, elles viendront naturellement. C'est l'organisme lui-même qui réagit. On le voit bien hein, sur les enquêtes, quand on suit un petit peu des gens qui vapent sur le long cours, ils ont tendance à baisser leur dosage de nicotine. Pour plusieurs raisons. La première, à mon avis, c'est que la nicotine pure est crée une dépendance moins forte, disons, que la nicotine qui est inhalée avec la fumée de tabac. Comme je disais, à la fois parce qu'il y a des substances dans la fumée de tabac qui renforcent cette dépendance, mais aussi parce que l'absorption de nicotine avec la cigarette est beaucoup plus efficace qu'avec la cigarette électronique. Je reviendrai là-dessus après, mais ce qui fait que la nicotine arrive beaucoup plus vite au cerveau et son effet est beaucoup plus rapide. Et on sait en termes de dépendance, moi j'ai plutôt tendance à utiliser le terme dépendance qu'addiction. On sait qu'en termes de dépendance, plus le délai est court entre le comportement qu'on fait et la récompense qu'on obtient au niveau du cerveau, et plus cette substance est accrocheuse. Et on sait par exemple, pour faire un parallèle, que le crack est beaucoup plus addictif, là pour le coup, que la cocaïne utilisée sous d'autres formes, tout simplement parce qu'elle est inhalée. Et l'inhalation, c'est le moyen le plus rapide qui existe d'amener une drogue au cerveau, ou une substance, quelle qu'elle soit. C'est plus rapide qu'une intraveineuse. Donc, je voudrais rassurer les vapoteurs que la nicotine n'est absolument pas dangereuse en soi, qu'il ne faut absolument pas chercher à commencer avec la dose la plus faible possible ou arriver en disant « moi, de toute façon, je ne veux pas de nicotine, juste du liquide sans nicotine ». C'est une aberration. Et ils vont droit dans le mur. Donc, il ne faut absolument pas avoir peur de la nicotine et utiliser ce dont on a besoin. Il faut savoir qu'un fumeur, il sait très bien moduler la quantité de nicotine qu'il tire de ses cigarettes. Un fumeur peut tirer entre 1 mg et 3 mg d'une cigarette. Alors on va le voir cet après-midi, il va y avoir une conférence spéciale TPD, cette directive sur les produits du tabac qui inclut dans sa catégorie connexe la cigarette électronique et qui va probablement limiter le taux de nicotine qui va être contenu dans les liquides. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce taux maximum de 20 mg par millilitre dans les liquides? C'est une limite qui a été prise au pif en prenant le sens du vent et qui n'est absolument pas basée sur des données scientifiques et qui de toute façon ne rime à rien, puisque comme je viens de le dire, un fumeur sait titrer la nicotine, il sait exactement prendre ce dont il a besoin, et un vapoteur fera la même chose. Il va apprendre parce que le comportement est légèrement différent, mais il va très vite apprendre. Et si par hasard il se retrouve avec un taux de nicotine plus important que celui qu'il a l'habitude de vaper, il se retrouve avec du liquide à 18 parce qu'il a que ça sous la main alors qu'il est plutôt en 12 d'habitude, et ben il va prendre son liquide à 18, il va tirer un petit peu moins de bouffées de cigarettes électroniques et il va contrôler son besoin en nicotine de la même manière. Alors, il est difficile de dissocier cette nicotine de l'effet de HIT. Alors, c'est un terme anglais, H-I-T, on peut appeler ça une contraction de la gorge. Je crois que le terme est limite difficile à traduire en français. Finalement, c'est quelque chose que les tabacologues ont découvert. Enfin, je me rappelle avoir eu une discussion avec Gérard Materne, notamment à ce sujet-là. Cette notion de HIT, quelle serait l'explication scientifique derrière ? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs éléments qui participent dans la vapeur de cigarettes électroniques à ce HIT. La nicotine en elle-même déjà, et le propylène glycol, très certainement, agit aussi. Est-ce que peut-être certains arômes renforcent aussi, mais c'est quelque chose
dont le fumeur a l'habitude, de la même manière. La fumée de tabac, avec la nicotine, avec les substances irritantes, ont un effet sur la gorge. Et dans les premiers temps, en tout cas, du passage de la cigarette à la vape, c'est un point important. Le fumeur souvent a besoin de cette sensation que ça gratte dans la gorge, parce que sinon il a l'impression de ne rien inhaler, quoi. Alors, quand on essaye de simplifier l'état de la science aujourd'hui sur les cigarettes, on a tendance à dire, bon, propylène-glycol, profil toxicologique relativement connu, c'est assez sain finalement. Glycérine végétale, c'est pareil, c'est un produit qu'on utilise beaucoup, on le connaît. Maintenant, il y a quand même un doute sur les arômes et on va généralement se tourner vers les arômes avec un gros point d'interrogation et on se dit, bah voilà, mais de quoi sont faits ces doutes? Faut-il s'inquiéter? De quoi s'agit-il exactement? Tout simplement, effectivement, le propylène glycol, la glycérine végétale n'ont pas de profil toxique particulier. La nicotine, je viens de dire, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc l'inconnu qui peut rester, c'est effectivement les arômes, parce que ces arômes sont des arômes alimentaires, comme le disait Philippe tout à l'heure, qui sont donc pas a priori fait pour être inhalé. Donc on peut se poser des questions sur ces arômes. Et c'est à la limite le seul point un petit peu encore obscur, mais que certains scientifiques essayent de faire avancer, comme Pharsalinos. Philippe Rel, une réaction par rapport à ça? Je crois que ça vous évoque beaucoup de choses. Non, mais non, ça m'évoque une chose. Moi aussi, pendant longtemps, je me suis dit, oui, effectivement, on ne sait pas ce que donnent les arômes de manière inhalée. Puis un jour, j'ai quand même eu, j'avais croisé quelqu'un qui avait perdu son goût parce qu'il avait le nez bouché. Et je me suis dit, mais au fait, les arômes, on les inhale. Même quand on mange, si on a perdu l'odorat, on perd le goût. La langue n'apporte que quelques petites fonctions, salé, sucré, chaud, froid, acide, etc., glutamate, mais les arômes, c'est le nez. Et les arômes, quand je mange, je respire en même temps par le nez, par la bouche, et j'inhale mes arômes. Donc un arôme non inhalé, ça n'a aucun intérêt. Donc j'irais même plus loin, ça n'existe pas, même quand on le mange. Donc cette notion un arôme qui serait ingéré versus un arôme qui serait inhalé, maintenant je commence à douter sur cette notion. D'accord. On a tendance aussi à dire, à partir du moment où la cigarette électronique ne contient ni monoxyde de carbone, ni goudron, ni particules fines, le produit offre un profil toxicologique extrêmement favorable à la réduction des risques du tabagisme. Mais il y a quand même certains termes, alors je vais vous citer des mots-clés qui vont sortir qui n'ont presque aucun sens pour moi parce que je ne suis pas moi-même scientifique, mais on entend parler par exemple d'acétaldéhyde, d'acroléine, de formaldéhyde, ce genre de termes qui ont été mis en évidence dans certaines études, Gonevitch, Pharsalinos, etc. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, je veux bien prendre ces trois-là et puis on laissera les autres toxiques à Jacques. Alors, ça m'évoque une méconnaissance de la chimie. Tout à l'heure, vous citiez l'article du New York Times et finalement, on s'est rendu compte que personne n'est allé voir les chiffres. C'est-à-dire qu'il y avait 1351 appels en 2013 concernant la cigarette électronique et contre 2 millions sur l'ensemble des appels. Et là, c'est la même chose. Il faut s'intéresser à la chimie. L'acétaldéhyde, c'est d'abord les aldéhydes. Ce sont des molécules tout à fait naturelles. On parlait des arômes. Les arômes, ils ne sont pas tous volatiles. Et ils ont besoin d'être volatiles pour aller dans le nez. Eh bien, ils se collent souvent à des aldéhydes qui sont tous volatiles, eux, pour être véhiculés. Je vais y revenir. Alors, si je les reprends un par un, l'acétaldéhyde, c'est le premier métabolite de l'alcool. Tous ceux qui, comme moi, boivent régulièrement un verre de vin rouge, ils ont leur dose d'acétaldéhyde, qui se trouve être un antidépresseur qui marche très bien. Mais c'est aussi un cancérigène. Il ne faut pas abuser de l'alcool. Mais aux doses de la cigarette électronique, c'est ridicule. L'acroléine, ça veut dire la graisse âcre. C'est un aldéhyde qui provient. Ce matin, j'ai mangé des toasts. J'ai grille-pain, j'ai pris ma petite dose d'acroléine. Et hier soir, j'avais une poêlée de légumes, j'ai encore pris de l'acroléine. Il n'y a pas de cuisine, en tout cas française, sans acroléine. Voilà. Ensuite, le formaldéhyde. Alors celui-là, il fait le plus peur encore, mais son nom chimique, c'est le méthanal.
c'est-à-dire l'aldéhyde du méthane. Le méthane, c'est le gaz naturel, c'est la molécule la plus simple, c'est le CH4. Eh bien, tous les êtres vivants fabriquent du CH4. L'effet de serre à 40% dans le monde, c'est dû à ce méthane fabriqué par les êtres vivants. Et ce méthane, au contact de l'oxygène, devient un aldéhyde, le méthanal. On fabrique tous des tonnes de méthanal, on en a. Et sans ce méthanal, eh bien, la plupart des arômes, par exemple les herbes de Provence, etc., eh bien, ne seraient pas véhiculés jusqu'au nez. Donc c'est une molécule tout à fait naturelle et indispensable. Donc nous avons, à travers ces trois aldéhydes tout à fait essentiels à la cuisine française. Un autre terme aussi qui peut fâcher, c'est les nitrosamines. On parle souvent de cocktails cancérigènes des cigarettes, les nitrosamines. On a éventuellement aussi à un moment donné évoqué la présence de nitrosamines à des quantités, si je me rappelle bien, c'était Gonevitch aussi, similaires à certains substituts nicotiniques, les inhalateurs de nicotine vendus en pharmacie. La notion de nitrosamine dans les cigarettes, Jacques Lewezek? La même chose, c'est-à-dire qu'on parle de substances toxiques et aussitôt on fait l'amalgame, donc danger. Non, le danger et le risque, il vient de la toxicité, mais de la quantité et de la durée d'exposition. Et là, on est dans des quantités qui sont infimes. Comme tu le dis, la quantité de nitrosamine retrouvée dans la vapeur par Gonevitch, etc., c'est de l'ordre de 8, je ne sais plus si c'est des microgrammes ou des nanogrammes. Et c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans le patch, un tout petit peu plus que dans la gomme où il avait trouvé 6. Enfin bon, vraiment, c'est aucune différence significative. Et on a un produit comme le snus, dont on a parlé tout à l'heure, qui en contient un peu plus de 2000 et qui a déjà subi justement un process qui fait qu'on a réduit ses nitrosamines. C'est pour ça que ce produit est moins dangereux. Et en plus, il n'est pas fumé. Donc, quand on a ces 2000 microgrammes de nitrosamine, on se rend compte avec le recul qu'on n'a pas de cancer. Donc, imagine qu'avec 8 par rapport à 2000, on est encore bien en dessous. Donc tout ça, voilà, on fait peur. Le problème ensuite, c'est cette transmission de la science. Les scientifiques, ils font leurs études, ils publient, etc. Et puis, les journalistes essayent de comprendre, de récupérer, etc. Et font quelquefois des erreurs d'interprétation, quand ce n'est pas les scientifiques eux-mêmes qui les guident vers ces erreurs d'interprétation. Alors récemment, il y a eu un papier qui est sorti en provenance de l'OMS. Ça a fait le tour des journaux. L'OMS a titré, en tout cas c'est un papier de préparation pour la convention cadre de lutte contre le tabagisme de l'OMS qui va avoir lieu à Moscou, si je ne me trompe pas, très bientôt. Et l'OMS donc explique, attention, c'est un produit dangereux pour les femmes enceintes, pour le fœtus, mais je crois qu'il y a cette notion de nicotine qui est très liée à ces recommandations-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et justement, oui, j'ai participé à une réponse, une critique à cet article de l'OMS, enfin ce document de travail de l'OMS. Avec quelques collègues européens, on a publié une critique assez virulente de cette revue. Et effectivement, le problème, c'est qu'on se demande exactement ce que l'OMS vise, parce que ce document est sur la cigarette électronique, mais globalement, là encore, on incrimine la nicotine. On parle que de la nicotine. On parle de l'effet de la nicotine sur le fœtus. Finalement, les critiques de l'OMS pourraient aussi s'appliquer aux substituts nicotiniques vendus en pharmacie. On est totalement à côté du sujet. Et toute la rhétorique qui est derrière vise à déformer les données qu'on a, les données scientifiques que l'on a, pour obtenir un but que l'OMS s'est fixé, c'est de se débarrasser de ce produit qui la dérange. D'accord, messieurs, merci. On est un petit peu pressé par le temps parce qu'on va enchaîner aujourd'hui avec des ateliers pays, des focus économiques sur certains pays liés à l'e-cigarette et au commerce qu'on peut y faire. Et puis cet après-midi, on va attaquer plus en détail l'aspect réglementaire, notamment la TPD, et puis cet aspect de normalisation au sujet des liquides dont on a évoqué tout à l'heure les travaux de l'AFNOR. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.